Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Tribu de Radio Maalif à la recherche de nos racines avec aujourd'hui l'anthropologue, le professeur universitaire Hassan Rachiq. Bienvenue Hassan. Merci. Alors on va parler d'un sujet un peu costaud que tu as proposé et qui s'appelle la nation. Alors déjà, qu'est-ce que la nation, s'il te plaît? Alors, commence par une... Sujet glissant. Non, il est pas glissant. Alors, on va le faire glisser alors. Alors, il y a deux manières de définir nation. Je dirais d'abord, c'est un mode de groupement. Il faudra juste imaginer qu'il y a plusieurs modes de groupement dans l'histoire de l'humanité. La cité grecque, la tribu, la horde, la zaouïa, l'empire, etc. Donc, il y a des modes de groupement. Mhm. Et puis, c'est un mode de groupement parmi d'autres. Maintenant, quelle est la différence entre ce mode de groupement et au moins la tribu chez nous au Maroc? Alors, mode de groupement veut dire que l'allégeance va être à la nation. Il y a des gens, des membres d'un groupe X ou Y, qui vont confirmer, reconfirmer, consolider une certaine allégeance à la nation, à quelque chose qu'on va appeler la nation marocaine. Idée récente. C'est une idée, pour moi, récente. Très récente et même moderne, pas uniquement pour le Maroc, récente et moderne, même pour les pays occidentaux. Donc c'est un peu le 19e siècle. Les 14 discours de Fichte pour les Allemands, la nation allemande, c'est autour de 1800, c'est moitié 19e siècle. Qu'est-ce que c'est que la nation d'Ernest Renan pour les Français? C'est 1882, quelque chose comme ça. Alors chez nous, ça vient quand? Alors, il n'y a pas de date. Il faudra d'abord partir du fait que c'est un processus assez lent. Ce n'est pas un événement X ou Y, on va dire 1900 X ou 1900 droite. Maintenant, les grands germes, on va dire, on peut appeler ça comme on veut, c'est les années, pour moi, 20. Abdelkrim Khattabi, 1926, la guerre du Rif. C'est quelque chose qui va un peu grouper une bonne partie des Marocains. Les Marocains étaient groupés pour plusieurs choses. Ils étaient groupés pas en tant que Marocains, contre les Portugais, contre les Espagnols, contre les Turcs, etc. Mais pas en tant que Marocains. En tant que défendant un territoire, en tant que défendant le sultan, en tant que défendant leur tribu, etc. Une identité. Mais une identité qui n'est pas conçue et perçue de façon claire comme étant marocain, et je vais donner quelques exemples à la suite. Donc un mode de groupement, si je pars du fait que voilà le Maroc, d'accord ? Elle a toujours existé en tant qu'espace, peu importe les frontières, en tant qu'espace, en tant que montagne, en tant que deux mers, etc., etc. Le fait de dire que la nation est un mode de groupement récent ne veut pas dire que les Marocains vont commencer à se percevoir, à exister de façon floue, de façon précise à partir des années 20. Il y avait plusieurs manières de se percevoir à l'époque, mais qui n'étaient pas en termes de nation. Oui, d'accord ? Bien sûr. Donc l'exemple que je donne souvent, parce qu'il y a toujours une confusion, comme si on est patriote, si on dit la nation a toujours existé. Et qu'on est moins patriote si on dit que la nation a existé. Non, mais sois à l'aise dans ce podcast. Tu seras pas soumis à ce genre de contradiction. Mais pas uniquement ici. Donc, mais je comprends on va bien. dire une partie des historiens, etc. Donc le sentiment national est ancien. Le sentiment patriotique par rapport à une tribu, par rapport à un territoire, par rapport à une confrérie est ancien, bien sûr. Il y avait toujours une manière de défendre ce territoire, qui n'est pas, je le répète, qui n'est pas le territoire d'aujourd'hui. L'exemple que je donne souvent, que j'ai donné dans mon livre Symboliser la nation, j'ai commencé par ça parce que c'est pas que je craignais, mais je savais qu'il y avait toujours une confusion. Heureusement, quand j'ai travaillé dans le Haut Atlas, j'ai travaillé sur le Marouf, un repas consommé en commun, sacrifié en commun et sacrifié en commun au niveau d'un village ou de deux villages de temps à autre. C'est un repas de fête. C'est une fête qui un peu consolide la cohésion entre le groupe. Ça peut être fixe, comme ça peut être à l'occasion d'une épidémie ou d'une maladie ou des choses comme ça. Et donc, tous les foyers sacrifient du blé, etc., achètent et mangent ensemble. Alors là où j'ai travaillé, il y avait 5 hameaux. Le grand village et les hameaux, c'est une vingtaine de maisons. Le relief est assez accidenté pour avoir un village un peu continu. Et l'un des hameaux a célébré pour la première fois son propre marouf et a construit sa propre mosquée. Pour dire, voilà, je suis devenu indépendant. Le symbole de l'indépendance dans cette région-là, c'était célébrer son propre marouf et avoir une petite mosquée, pas la grande mosquée, la petite mosquée pour les 5 prières. Alors, en tant que bâti, en tant que vingtaine de maisons, une vingtaine de familles, Tagadir a toujours existé. Mais le fait qu'elle déclare son indépendance en célébrant un marouf, en construisant une mosquée autonome, va donner sur le plan symbolique une autre manière de se grouper.
On n'est pas inclus dans le grand village. On existe, mais on n'est plus inclus dans le village. Mais maintenant, on est autonome. Idem pour le Maroc. Le Maroc en tant que tel, en tant que relief, en tant que population, en tant que cité, bien sûr, a toujours existé. Mais avec les nationalistes, le mode de groupement de ces gens-là va changer. Je dis toujours à mes étudiants, imaginez que si on crée une association, Reda, Hamza et moi, est-ce qu'on va dire parce que Hassan Rachik est né en 1900, je ne sais pas, et que ça va être 1954 ou 1992 ou 1900. On va dire l'association est créée en 2020, peu importe les membres, la naissance ou l'ancienneté des membres qui l'ont créé. Un quartier, maintenant, Ma'arif, Ibn Nafis, là on est. Si demain on va créer une association, le quartier va être ancien, mais l'association va être nouvelle. Donc, le Maroc est ancien, la nation est jeune. La nation, disons, est récente, il est jeune. Et comment il est né? Alors, bien sûr, la période est une période, le contexte est un contexte colonial, indubitablement. Et le contexte colonial, lorsqu'il y a l'autre, c'est encore une raison pour affirmer son identité. Sa différence. L'identité est toujours relationnelle. Oui. Il est relationnel, il y a toujours l'autre et on se définit par rapport à l'autre, etc. Donc, alors, question, puisque tu as mis le curseur aux années 20, tu nous as parlé de Abdelkrim Khattabi, cette vague de résistance, en particulier dans les montagnes marocaines, Mouhaou Mouhaou Saïd, Mhaouch, Soubslam, 1933, tous ces gens-là qui ont résisté à la colonisation, tu les vois comme dans une idée nationale ou dans une idée tribale ou dans une idée religieuse ou dans une... Quelle est la conscience qu'ils avaient de leurs gestes et de leur résistance par rapport à celle que va avoir la génération d'après, des Roudani, Zartouni, Ma'ani, tous ces gens-là? La différence entre tous ceux que tu as cités, Abdelkrim Khattabi, Basso, Abdeslam et d'autres, Abdelkrim, au moins, il écrivait. Oui. Il y avait des écrits, il y avait des lettres, donc on peut deviner, mais il est très difficile de dater l'idée de nation à partir d'Abdelkrim. Moi, je dirais les germes de la nation, je dis bien germes, c'est les premières associations créées à Salé, à Rabat et à Fès. Peut-être à Tétouan, peut-être à Tanger, peut-être à Marrakech, je n'ai pas travaillé sur ça, d'accord? Mais j'ai beaucoup travaillé sur Salé, Rabat et Fès. Il y avait des associations d'intellectuels, il y avait Al-Fassi, Mokhtar Soussi, les Yazidi, Balafrij et d'autres. C'est au moment où ces associations, qui étaient des associations de cités, avec les tensions entre les cités. Même la nation, même la fête nationale, c'est au moment où les réseaux sociaux ne sont plus locaux, ces réseaux d'associations. Et au moment où même les gens de Tétouan, Bnani, Torres et d'autres sont venus pour parler de quelque chose qu'on va nommer al-Maghribia. C'est à ce moment-là que l'idée a commencé à germer. Mais je peux dire 1934 par exemple, 1933, la fête nationale est quelque chose qui donne du relief à cette idée. C'est l'équivalent du repas dont tu nous parlais. C'est à peu près, si on veut faire un peu l'analogie, c'est l'équivalent. C'est-à-dire, parce que tu peux avoir toujours une conception implicite de ce qu'est la nation chez les combattants, etc. Tu peux toujours, bon. Mais il faudra qu'il y ait, pour moi, en tout cas anthropologue, il faudra qu'il y ait un indicateur. Imagine que tu n'as pas de nom, il n'y a pas de Reda Al-Lali, il n'y a pas Hassan Rachik, il n'y a pas de nom. Comment je vais t'identifier? Tu n'as même pas de nom, tu n'as même pas d'identifiant. Alors maintenant, les identifiants, ça va être à partir de la fête du trône, qui est la première fête nationale au Maroc. En quelle année elle est célébrée? La première fois de façon clandestine, la colonisation a refusé, etc. en 1933. 1934, c'est devenu officiel avec un décret. Sous Moulay Youssef, donc 34, non, Mohamed V. Mohamed V, d'accord. Mohamed V, depuis 1927, donc non, c'est Mohamed V, 1933, 1934. Bon, bien sûr, Eid el-Joulous, Eid el-Arsh, Eid ceci, etc. Donc, est-ce qu'on va la fêter Joumada? Est-ce qu'on va la fêter novembre? Il y a tout un discours qui est en rapport avec l'identité. Finalement, on va choisir 18 novembre. On n'a pas choisi le calendrier de l'Hégire, qui est le calendrier musulman. Alors qu'il y a plusieurs intellectuels qui défendaient l'Hégire. Et d'autres qui défendaient le calendrier qu'on appelle le calendrier administratif, grégorien. Et donc, il y avait au moins ces deux visions de la fête du trône. La comparaison, pour revenir à mon exemple du Marouf, si on jette un coup d'œil sur le calendrier festif des Marocains à l'époque, quand est-ce que les Marocains célébraient des fêtes? El-Kbir, El-Saher. Donc vous avez les fêtes qui sont liées aux musulmans, les 4 grandes fêtes, Eid Saher, Ashura, Eid Kbir, la fête du sacrifice, la fête de la rupture du jeûne, la fête du Ashura et la fête de l'anniversaire du prophète. Mouloud. Voilà les 4. Et puis nous avons des fêtes locales. Sultan Tlaba, Moussem de ceci, le Moussem de cela, Moulay Ibrahim, etc., qui peut-être coïncident des fois avec Eid Mouloud, avec autre chose. Il y avait des fêtes de corporation.
D'accord. de cité. Mais il n'y avait pas un niveau intermédiaire qui va devenir le Maroc, où on peut trouver un indicateur concret. C'est-à-dire un moment, à quel moment les Marocains fêtaient quelque chose en tant que Marocains. Non pas en tant que musulmans, oui, j'ai compris. non pas en tant qu'appartenant à une corporation, à une cité, à une catégorie, confrérie, ouais. les étudiants de Fès, etc. Il n'y en avait pas. La première fois où des Marocains, en tant que tels, pas en tant que musulmans, on se rappelle toujours le hameau. Je suis devenu autonome. Je suis toujours musulman, j'appartiens toujours au village. Je ne nie pas mon appartenance, mais je suis autonome dans cette configuration. Donc, je suis le Maroc, nous avons un roi, nous avons une fête nationale, et durant cette fête nationale, pour même lui donner le caractère de fête nationale, ça a été fêté, célébré par des juifs marocains. Bien sûr, séparément, dans des synagogues, il y avait la prière des rois qui est traditionnelle. La prière des rois chez les juifs, elle est traditionnelle. Ça, c'est la partie, on va dire, indicateur. Mais sur la partie idéologique, il y a énormément. Donc, les intellectuels, depuis les années 30, depuis le fameux dit Daïr Berber, ils vont travailler sur ça. Ils vont séculariser, ils vont créer des mots qui correspondent à Shab, peuple marocain, Jamahir, les masses marocaines, les masses populaires. Et d'autres, le Mouatin. Citoyen. Le mot Mouatin, citoyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il te plaît, toi qui es de la tribu X, ou de la Zawiya Y, ou de la coopération Z. Il y a quelque chose qui te... Il y a quelque chose qui nous lie, il y a un destin commun, il y a un colonisateur, etc., etc., etc. Donc quand tu sois... excuse-moi, je t'interromps avant d'arriver au vocabulaire nationaliste et ce qui s'est passé. Je voudrais quand même revenir un petit peu en arrière. Les Marocains, donc si je synthétise un peu ce que je comprends, nous avons un niveau 1 d'appartenance traditionnelle qui est la tribu. Je parle d'avant cette petite... je parle de la période précédente. Donc on a un niveau Zawiya, une confrérie qui a un sentiment d'appartenance, ou une tribu qui a un sentiment d'appartenance. Mais il se trouve que, d'après tout ce qu'on a compris dans nos podcasts histoire, il y a eu très souvent un État marocain, avec très souvent un sultan qui a géré une grande partie, même des énormes parties du territoire qu'on a aujourd'hui. Donc ma question est simple en fait, que ce soit à l'époque almoravide ou l'almohade, quand on avait des immenses étendues géographiques qui allaient de l'Andalousie jusqu'au fleuve Sénégal et jusqu'à ce qui est aujourd'hui quasiment la Tunisie, ces gens étaient gérés par un pouvoir central. Ils étaient gérés par un pouvoir central, ils avaient une appartenance plutôt tribale et en même temps ils avaient une appartenance globale qui était musulmane et ce pouvoir central ne représentait pas un niveau d'appartenance intermédiaire, c'est ce que tu nous dis. D'identification. D'identification, parce que l'État traditionnel, que ce soit au Maroc ou ailleurs, ne s'intéressait pas aux identités. Il s'intéressait surtout aux taxes. Le plus important, c'est de payer sa taxe. Tu es de la tribu, tu peux être de la Zawiya Qadiriya ou de la Zawiya Tijani. Les sultans marocains, ou pas uniquement au Maroc, mais en Afrique du Nord, la seule chose qu'ils n'ont pas imposée, mais qui ont contribué à ce qu'ils dominent, c'est le rite malikite. Mais en dehors de cela, est-ce que être malikite, pour le Marocain, est une identité? Il la partage avec une bonne partie des Algériens, une bonne partie des Tunisiens. La frontière symbolique, ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, un nom, ça va être une identité, parce que c'est à ce moment-là. Moi, j'ai fait un peu de la littérature des voyageurs précoloniaux, etc., qui soient marocains, etc. Il y avait quelque chose de Maghariba. Mais il commençait à Tlemcen, à Oharan, il termine à Kenitra. Il y avait quelque chose de Maghreb Aqsa, tu as parlé de Maghreb Aqsa, mais il commence quand? Tlemcen, c'était le Maghreb Aqsa, Oharan, c'était le Maghreb Aqsa. Alors, l'ensemble de ceux qui payent l'impôt à la même entité, ils peuvent être considérés, même si le mot n'était pas utilisé, comme des concitoyens. Mais c'est des unités politiques beaucoup plus. Le nationalisme, la force du nationalisme au Maroc et ailleurs, c'est qu'il va faire, il va essayer de faire coïncider une unité politique avec une unité culturelle. Ce qui n'était pas le cas même en France, même en Allemagne. Oui. Les Allemands de l'époque, du 18e, 19e, comme disait un auteur allemand, Frédéric II ne parlait allemand qu'à ses chevaux. Alors qu'il parlait français, etc. Le français, c'était le... Il faudrait quelqu'un qu'on fiche pour leur dire, écoutez, la langue allemande est une langue nationale, il faudra parler la langue allemande, il faut que l'éducation soit en allemand, il faudra même épurer la langue allemande, le mot oxygène, philosophie, c'est un mot grec, il faudra inventer un mot allemand, etc. C'est une fois... Ce que tu nous dis ici, pour bien sûr, c'est que c'est une construction. Bien sûr, c'est une construction. Une construction volontaire. Voilà. Qui tient compte de quelque chose d'objectif. C'est pas on se gratte la tête et puis on va dire objectif, c'est-à-dire l'histoire du Maroc, il y avait un sultan, il y avait un pouvoir central, etc.
C'est comme toujours le petit village. C'est une construction, mais une construction à partir quand même d'une vingtaine de familles. D'un existant, bien sûr. D'un existant. Oui, c'est pas une construction de ex nihilo, mais c'est pourquoi j'ai dit, je le répète, un mode de groupement. C'est un mode de groupement. C'est-à-dire les membres sont toujours là, les ingrédients sont là. Mais le ciment, ça va pas être uniquement religieux, ça va pas être uniquement corporatif, ça va être national, avec une dimension arabe pour les premiers et une dimension musulmane pour les premiers intellectuels de l'idéologie. Eh ben, on va arriver justement à ces idéologues. Je sais que c'est pas évident, c'est pas évident d'imaginer un peu cette rupture. Non, c'est pas évident. Je vais te dire pourquoi c'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, on considère quasiment le nationalisme, patriotisme, le groupement par nation comme une sorte d'évidence dans laquelle les hommes ont toujours baigné depuis qu'ils sont arrivés sur Terre. Qu'il est évident qu'on doit avoir un drapeau, une nation, ce mode de groupement. On rappelle juste une chose qui est claire dans ta bouche, c'est que ce n'est pas un mode de regroupement évident, c'est un mode de regroupement plutôt moderne, plutôt récent, et pas seulement au Maroc. Pas seulement au Maroc. Chez nous, il est arrivé, donc si j'ai bien compris, vers les années 20. C'est un processus qui a commencé avec comme j'ai dit tout à l'heure, les petites associations culturelles, Nadi al-Adab al-Islami, l'association créée par Al-Fassi et Mokhtar Soussi. Cette construction va se faire sur deux jambes, j'ai envie de dire, pour avancer. C'est la langue arabe et l'identité et la religion musulmane. Oui. Ce qu'on peut dire que ce sont les deux fondements de notre... les deux piliers plus la monarchie. Plus la monarchie, donc 3 piliers. Pour la première fois, le vocabulaire est très important. Il faudra voir comment les alim et les faqih s'adressaient à Hassan Ier, etc. Pour la première fois, on va dire que Mohammed V est Ramz al-Ummah, symbole de la nation. Ce vocabulaire n'existait pas ailleurs, donc on peut... les ulama de Moulay Hassan, donc 1875... Ils peuvent l'appeler Amir al-Mu'minin, ils peuvent l'appeler plusieurs nominations, mais pas Ramz al-Ummah. Ramz al-Ummah, c'est quelque chose qui va être inventé, je ne peux pas dire X ou Y, mais par... C'est une idée récente. Très, très récente. D'autres peuvent faire un peu l'historique de la chose, mais moi je la date début des années 30. Évidemment, dans ce contexte-là, on estime l'idée courante à l'époque. Tu peux me contredire si je dis des bêtises, mais j'ai lu ce que tu as écrit. C'est que il ne peut y avoir qu'une langue, qu'une religion, et l'idée est quand même de voir toute altérité ou diversité comme un danger pour justement l'Ummah. Ça, c'est une conception de la nation. Voilà. Non, mais c'est la conception qui a prévalu longtemps. Oui, c'est une conception de la nation. On va dire une conception ethnique, culturelle, ça c'est le langage des sciences sociales, par rapport à une conception politique ou volontariste de la nation. Alors, les premiers, on peut comprendre ça, je l'ai écrit, on peut comprendre ça, que les premiers nationalistes voyaient dans la diversité une faiblesse. Une fragilité, oui. Voilà, une faiblesse, une fragilité, donc il vaut mieux être unis par quelque chose, par un ciment. Ce ciment-là, c'est l'arabité. Et à chaque fois qu'on parlait de berbère, de daïr berbère, on l'associait à la colonisation. La tribu était bannie. La tribu, c'était l'ennemi. Pas vraiment l'ennemi, mais c'était banni. Il n'y avait pas une déclaration de guerre, mais Al-Fassi, quand il parlait dans son livre Naqd al-Dati, il te dit il faudra dépasser Tfkir al-Qarya pour aller vers Tfkir Shumouli. Donc il faut dépasser la pensée sur le mode villageois pour aller vers une pensée beaucoup plus globale. C'est surtout le combat était contre les confréries, de façon frontale, beaucoup plus contre les confréries que contre les tribus. Les tribus, c'était des acteurs muets, comme on dit, donc c'est des gens qui vivaient un peu... Ce sont les mots de l'Al-Rouis, ça. Mais pour lui, l'histoire muette, sur laquelle je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a des archives, etc. Donc, il n'est pas si muette que ça. Ouais. Mais c'est pas grave. Si les gens qui n'ont pas écrit n'ont pas d'histoire, on n'est pas très nombreux à avoir une histoire dans ce pays. Oui. Donc, on a une histoire très courte. Oui, effectivement, c'est l'histoire... la tribu est muette. La tribu est muette. Il dit que la tribu est muette. Il n'est pas si muette que ça, mais il n'a ni raison ni tort. Hein, donc c'est juste... ça peut varier d'une époque à une autre, d'une tribu à une autre, etc. Et puis... les Zaouïas étant l'ennemi. Les Zaouïas, parce qu'il y avait quelqu'un comme le Kettani qui était pro-colonial. Abdelhaï Kettani. Et puis même à ce niveau-là, quand on fait un peu de l'histoire de Mantayara, donc comme on dit, dans une vue panoramique, bien sûr, on va dire, il y avait le confrérisme d'un côté et le nationalisme d'un autre. On creuse un peu,
tu vas voir qu'il y a quelqu'un comme Abou Bakr al-Qadiri, qui est l'un des nationalistes qui a un peu écrit, même tardivement, qui a un peu laissé des traces écrites, te dit non, il y a ce qu'on appelle le confrérisme ou la mystique sunnite, tasawwuf sunni. Cela, on n'a pas de problème avec ce type de tasawwuf. Mukhtar Soussi, qui était en pleine... parce que son père est Darqawi, mais il est lui-même Darqawi. Son père, c'est même le fondateur d'une Zaïwa Darqawiya. Il te dit, non, les gens ont besoin du mystique. Pourquoi ils ont besoin du mystique? La religion, c'est comme le médecin généraliste. Le mystique, c'est le spécialiste local. C'est le spécialiste, c'est le psychanalyste, psychanalyste. C'est-à-dire, la religion te donne des principes généraux, mais lui, il va te donner l'ordonnance pour toi. Et donc, même à ce niveau-là, il y avait d'autres, bien sûr. Il y avait Mekki, il y avait Tamil Wazani, il y avait Mekki Nassari, bon. Mais c'était quand même, on a poussé même Mohamed V à interdire les Zawiya de Aïsawa et de Ahmed Shah Meknas. C'était interdit. À un moment, c'était interdit. Ce qui est fou. Interdit officiellement. Excuse-moi de t'interdire, de te couper la parole, mais ce qui est fou, vu d'aujourd'hui, ce qu'on considère aujourd'hui comme Ahmed Shah ou Aïsawa, comme des trésors de culture populaire pour notre identité aujourd'hui, des choses importantes qui ont survécu d'ailleurs à cette interdiction largement. On peut rajouter les Gnawa et compagnie qui n'étaient pas non plus très bien vus. Quand on voit toutes ces, entre guillemets, altérités à l'unicité monolithique de la nation telle qu'elle devait être préservée pour en empêcher la fragilité de la diversité, on a l'impression qu'on était en train de se priver de beaucoup de choses très importantes dans notre identité. En fabriquant cette nation sur 3 piliers qui sont islam, arabité et monarchie, et en éliminant ce qui s'était perçu comme un danger, on s'est un petit peu tiré une balle dans le pied. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Aujourd'hui, indubitablement. Je dis, je comprends toujours, parce qu'il faudra toujours, on va dire, situer les acteurs dans le mode de pensée de l'époque. Parce que je complète ma question. Quand tu dis que la nation devait être quelque chose qui nous identifie, nous spécifiquement, islam, on est nombreux et pas uniquement dans ce coin de la planète. Arabe, on peut faire le même argument et dire qu'on peut poursuivre, si on est arabe à ce moment-là. Pareil, c'est un grand tout. Il reste la monarchie qui est vraiment locale. Mais dans cette idée de spécifier ces gens-là, ce qu'on a choisi n'est pas spécificateur, mais plutôt englobant. Très peu, mais il y a quand même quelques écrits sur ce qu'est Shakhsiyya al-Maghribiya, la personnalité. Ce n'est pas le mainstream. Donc, il y a quelques écrits de journalistes comme Saïd Hajji, comme Belhassan al-Wazani sur la personnalité marocaine. Et là, on va trouver un peu de nous. Berbère. D'accord. Le mot. Un peu de berbère. Le mot interdit. On va trouver Hannibal chez Saïd Hajji, un journaliste qui est mort à l'âge de 40 ans, donc qui a laissé pas mal d'articles très, très, très intéressants. Donc, mais le mainstream, c'est vrai. Le mainstream, quand je dis le mainstream, c'est-à-dire quand on lit les discours officiels et les textes signés collectivement par l'Istiqlal, ou par les 10 signataires de... Manifeste d'indépendance. Pas manifeste, non, c'est avant 1934, les plans de réforme marocains. D'accord. Qui étaient signés par 10 personnalités. Alors, pour revenir mais très rapidement, j'ai parlé tout à l'heure de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays où le mot culture, la culture, est sorti, il a fait un peu le tour. Il y avait un croisement entre ce mot de culture et l'anthropologie ça, c'est une autre histoire. L'essentiel, c'est qu'à un moment, des gens comme Fichte, comme j'ai dit tout à l'heure, Herder, vont penser l'identité culturelle comme on va penser une identité individuelle. Qu'une nation doit avoir une identité culturelle. Ce qui n'est pas le cas de la France, où c'est la volonté politique qui prime. Je dis idéologie d'Ernest Renan. Il y avait le problème de l'Alsace-Lorraine. Les Alsaciens parlaient allemand. Parlaient allemand. Et donc, lorsqu'il y avait un conflit entre l'Allemagne et la France au sujet de l'Alsace, si on appliquait la conception culturelle et ethnique de la nation allemande, les Alsaciens doivent être des Allemands, pas des Français. Mais Renan a dit non, la culture, la religion et tout ça, ce n'est pas des éléments qui définissent la nation, c'est la volonté, le destin commun, peu importe la langue, peu importe les... Donc vous avez 2 conceptions. Soit une conception culturelle qui définit la nation de façon culturelle, la langue, la religion, une psychologie, une ethnie, peu importe. Et vous avez l'autre. Maintenant, au sein de l'identité culturelle, vous avez ceux qui privilégient la culture savante,
vous avez ceux qui privilégient la culture populaire. Au Maroc, les nationalistes, depuis les années 30, pour certains, jusqu'à même maintenant, d'accord, privilégient la culture savante, l'arabité et l'islam. Tout ce qui est marocain, culture populaire, c'est une fois qu'on parle des artisans qu'on va parler du tapis, de ceci. Enfin, on parle sur ça pour attirer les touristes. Non, à l'époque, non, il n'y avait pas de touristes. Lorsqu'on parle du costume marocain, Jellaba al-Maghribiya, à ce moment-là, on va dire, bon, Diel Bzo, etc., la Jellaba de Bzo, la Jellaba de X. Mais oui, la culture populaire a été négligée jusqu'aux années, on va dire, 70, où il y avait d'autres acteurs de gauche, essentiellement le mouvement Amazir, qui va pousser jusqu'à 2011 pour dire, bon, maintenant, la nation marocaine va être définie, non pas sur l'arabité et l'islamité, mais sur l'arabité, l'islamité, la mazirité et d'autres cultures hassaniées, andalouses, etc., etc. Oui, dans la Constitution, on parle de culture hébraïque, culture hébraïque, andalouse, sahraoui, oui. Oui, c'est une grande liste. Il y a au moins 6 ou 7 éléments. Mais l'essentiel, c'est la diversité. Diversité linguistique et culturelle. La conclusion de tout cela, quand on a parlé tout à l'heure de construction, la nation est construite, qu'est-ce qui a changé au Maroc pour que la nation qui était fondée uniquement sur 2 piliers, sur la culture savante, qu'elle soit religieuse ou arabe, qu'est-ce qui a changé pour qu'elle devienne fondée sur une diversité culturelle? Sinon, une autre manière de concevoir le groupement, que la diversité n'est pas quelque chose qui est nuisible à l'unité, que comme le slogan des Amazirs le disent, diversité dans l'unité. Et que la culture amazir est une question nationale, ce qui va être pris par le roi Mohamed VI dans Ajdir. Donc voilà, juste pour que nos auditrices et nos auditeurs sachent que, bien sûr, la conception de la nation est subjective, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs dans une arène politique, dans un combat politique qui disent « voilà ce que nous pensons de la nation », et puis il y a toujours une conception de la nation qui va dominer. La valeur est toujours là, la nation en tant que valeur est toujours là, mais le contenu peut changer, il peut encore changer dans l'avenir. Mais en tant que valeur, on a commencé à la penser à partir des années 20. On a parlé de conception de la nation qui correspondait à une volonté de destin commun. On comprend bien que dans le cadre d'un protectorat, le destin commun s'impose avec une certaine évidence. Il y a des gens qui sont là et qui ne devraient pas y être au nom de beaucoup de choses dans la logique et qu'on va essayer de renvoyer chez eux. Donc on comprend bien la clarté de ce dessin politique. On le comprend bien. On comprend bien que dans des pays qui ont fait des révolutions, etc., on comprend bien autour de quel récit l'idée de nation s'est forgée. Une fois que les Français sont partis, donc en 1956, il a fallu... on a l'impression que dans beaucoup de mal à trouver ce fameux destin commun. Voilà. On a l'impression qu'on a beaucoup de mal, au-delà de symboles qui sont évidents, comme notre équipe nationale, qui mobilise tout le monde et qui procure ce sentiment de façon, j'ai envie de dire, presque automatique, surtout dans les années 80, 70, où elle était... disons glorieuse, 90 également, avec des... L'athlétisme aussi. L'athlétisme, bien sûr. Le tennis. Bien sûr, mais surtout l'athlétisme. Mais ça, c'est des moments. Voilà, c'est des moments, mais c'est des moments qui correspondent effectivement à une communion par rapport à des héros, à des gens dans lesquels tout le monde s'est projeté. Saïd Aouetan était un des premiers, Naouel Moutaoukil, les footballeurs de 70, etc. On a l'impression qu'en dehors de ces choses un peu évidentes, on a quand même du mal à fabriquer cet élan collectif par rapport à un projet commun. Voilà. L'idée qu'on entend sans arrêt dans la bouche de tout le monde, c'est que les Marocains sont prêts à sauter à la gorge les uns les autres. De premiers signes d'instabilité. C'est ce qu'on nous explique à chaque fois qu'on explique qu'on aimerait bien être un peu plus libre de nos paroles. On dit ah non, si on laisse les gens parler, ça va mal finir. Donc, est-ce que ce destin commun, il a été un petit peu loupé? Question. Vous savez, le destin commun, comme tu as dit tout à l'heure, était relativement facile. Hein. Lorsque l'ennemi était visible, voilà. Était là, et puis lorsque l'union, ce qui s'est passé juste après l'indépendance, on se rappelle un peu le discours, nous sommes sortis du petit djihad vers le grand djihad. Alors le petit djihad, c'est contre la colonisation, le grand djihad, c'est le développement du pays, c'est la démocratisation du pays. Donc à ce moment, il y avait quelque chose, un destin commun, à une classe politique, en dépit des conflits. Démocratiser le pays, le pluralisme politique, l'intégrité territoriale est venue juste une dizaine d'années après, et ainsi de suite. Maintenant, j'avoue,
C'est le flou, même pour moi. Je n'ai pas travaillé de façon systématique sur la question, mais je te réponds en tant que citoyen. Donc, Oui, oui, on discute. voilà, en tant que citoyen qui n'a pas travaillé de façon systématique sur cette question actuelle. Et il y a un manque d'une sorte un peu d'une réflexion, d'abord de la part du pouvoir, et puis de la part de la classe politique, qui va définir ce destin commun. Si ce n'est le pouvoir en place, et puis la classe politique c'est pas la société civile, la société civile peut contribuer à ce destin. Nous, intellectuels, on peut dire, nous pensons ceci, nous pensons cela, nous pensons, par exemple, pour moi, la démocratie, notre destin, c'est la liberté individuelle, la démocratisation, l'égalité des chances, etc. Ça, c'est des destins communs. Donc, on n'est pas obligé de rester dans des valeurs relativement abstraites, etc. Non, des valeurs qui peuvent être concrétisées. L'égalité peut être un destin commun des Marocains. La solidarité peut être un destin commun. Donc, il y avait pas mal d'exemples. Tu sais que la dernière enquête du Haut Commissariat au Plan, moitié février 2020, il y avait 45% des Marocains qui ont reçu une aide financière. 45% qui ont reçu une aide financière, soit de l'État, soit de la famille, des parents, etc., soit de la société civile, soit des institutions privées et publiques. 19% des ménages ont reçu une aide des parents en tant que tels. D'autres, bien sûr, des familles. 16% au Maroc, 3% MRE. Ce sont des chiffres qui viennent confirmer ce qu'on sait tous, qu'on vit au quotidien, on a envie de dire. Oui, mais quand ça vient comme qui ça... Qui est l'entraide un peu informelle aussi. Oui, mais quand ça vient à partir d'une enquête sur bien sûr. 2500 personnes... C'est un autre poids. Bien sûr, on comprend parce qu'on le vit. Mais bon, je ne peux pas le... Donc j'ai parlé de la solidarité en tant que valeur, c'est un destin commun, également. Justement pour ne pas, au moindre... comme c'est arrivé au début du Covid, juste avant le confinement, c'est rué vers l'improvisionnement. Ça te donne une idée de, je peux te tuer. Les Américains, ils sont allés acheter les pistolets et les armes. Ils ne sont pas allés acheter des denrées alimentaires. J'aimerais pas être dans une nation comme ça. La nation américaine, bien sûr, est beaucoup plus profonde que cela. Mais tu as raison, je partage en tout cas, si on a tort tous les deux, tant pis, je partage ton idée que, oui, l'idée d'un récit sur le destin commun, sur la nation marocaine, est trop faible. Trop faible. Il y a très peu d'imagination. Et tu aimes le football, je te suis un peu. Moi, quand je vois qu'il faut saluer le drapeau national dans un match de championnat, je dis arrêtez. Un match, le Difa al-Hajjiji contre le Phare, tout le monde va s'arrêter pour saluer et répéter l'hymne national. Est-ce que je peux intervenir une minute pour donner une information sur cette... Alors, j'ai fait mon enquête là-dessus. Je ne sais pas si c'est pertinent dans ce podcast, mais je vais quand même te le dire. Et l'idée, de base, était lors du premier match de championnat de l'année, de commencer avec ce drapeau et cet hymne national. Voilà. Sauf que le deuxième match a eu peur d'avoir l'air moins patriote que le premier, et l'a mis aussi, et que c'est devenu une sorte de règle que personne n'a jamais décidé. Mais que, comme aujourd'hui on est dans une sorte de police du patriotisme et d'une sorte de surenchère de symboles, on est arrivé... Oui, mais ça dilue le sentiment national. Le sentiment national... Le sentiment national, comme tout sentiment, il est ritualisé. Il y a des moments pour le sentiment national. On ne peut pas être nationaliste 24 sur 24. Bien sûr que ou chaque semaine. On va aborder un dernier thème ensemble, c'est celui de l'identité. J'ai l'impression que ce choix qui a été fait de arabe, islam et monarchie comme étant les trois piliers de la nation nous a quand même posé un gros problème vis-à-vis de la réalité de notre identité. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de gratter très très fort sous notre épiderme pour trouver des choses qui ne rentrent pas aussi facilement dans ces catégories. Je pense en particulier à toute la culture amazigh, qui n'est pas marginale, mais qui est bien probablement la base de notre identité, y compris linguistique. On a un langage qui s'appelle Derija, qui a été présenté comme un arabe dialectal, probablement par les colonisateurs, alors que c'est très probablement l'inverse, c'est-à-dire c'est probablement un amazigh enrichi qu'un arabe dégradé. On a une communauté juive marocaine, par exemple, qui peut pas se retrouver, qui se retrouve pas dans le deuxième des piliers qu'on a cité, etc., 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 qui fait que on a l'impression qu'on a voulu nous faire rentrer dans un moule un peu de force et qui a rendu beaucoup de gens mal à l'aise. Et je reprends la phrase que tu as accordée il était vain de transmettre un sentiment identitaire dans un contexte autoritaire.
Oui. Voilà. C'est-à-dire que Oui. la volonté, l'adhésion, le fait que les choses viennent des gens, était compliqué quand les gens ne se reconnaissaient pas forcément dans ces piliers où ils se sentaient parfois exclus. Je pense que oui, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque le prince allemand ne parle, Frédéric II ne parlait allemand qu'à ses chevaux. La langue maternelle du prince, au sens propre, même s'il parlait français depuis l'âge d'1 an ou de 2 ans, sa langue maternelle, qui est l'allemand, est dépréciée. Et moi, je l'ai écrit, quand on déprécie sa langue véhiculaire, la langue de tes sentiments, la langue de tes blagues, la langue de tes rêves. Moi, je rêve beaucoup plus en Darija, de temps à autre en anglais, et j'ai des fois le souvenir de la phrase en anglais, en français, en arabe également, mais la plupart, je fais ce jeu, la plupart c'est en Darija. Donc, lorsque tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est de la quotidienneté, de l'expression, on dirige, peu importe, on peut avoir des familles qui sont beaucoup plus francophones, classe moyenne ou bourgeoise, etc. Peu importe, ça c'est autre chose. Moi, je parle d'une langue véhiculaire, de la langue du melhoun, de la langue du théâtre, de la langue des films. Trouve-moi, il y a des films en amazigh, il y a des films en darija. Moi, j'ai jamais vu, sauf pour quelques pièces de théâtre de Hotel, etc. Bon, parce que c'est des classiques, etc. Mais bon. Alors, déprécier sa langue véhiculaire au profit d'une langue, peu importe. Il est là depuis longtemps, l'arabe. Le français, c'est notre butin. L'espagnol, je regrette qu'on ait négligé l'espagnol au nord et qu'on a imposé le français depuis l'indépendance. Pourquoi imposer la langue française à une partie du monde? Pourquoi ne pas faire du bilinguisme même là-bas? Garder l'espagnol et rajouter. Donc, ce problème d'une dépréciation, le fameux Brera, quand on a parlé du manuel scolaire. Du manuel scolaire, 2-3 photos, mais c'est vraiment, c'est comment dire, c'est disproportionné. On se hait tellement. On hait tellement notre dirigeant. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit à la télévision. Ouais, mais tu peux pas. C'est pas un pancake. Tu peux pas. Donc, moi, je comprends les craintes de certains intellectuels honnêtes de dire attention, il ne faudrait pas remplacer. Mais ce n'est pas une question de remplacer l'arabe par le darija. C'est une question pour moi. Je ne suis pas pédagogue. Je ne suis pas spécialiste de sociologie de l'éducation. Mais au moins, je ne parle pas de l'art. L'art, darija, berrifia, tamazirt, etc. Tu ne peux pas. Tu veux rajouter l'anglais comme vous, marhaba. Moi j'ai dit celui qui n'a celui qui n'a qu'une fenêtre, c'est des fenêtres sur... Là, mais excuse-moi, je t'interromps, mais ça relève pour moi d'une attitude plus globale. C'est-à-dire quand tu déprécies la langue commune à tous les Marocains, il y a des gens. La langue commune. C'est-à-dire que même quand tu coinces Darija des Chamal ou je sais pas, Marrakech, tu ne passes pas le Fosra. Tu restes, tu restes ça. Tu fais un mot, ça dure 2 secondes. À partir quelques mots, quelques expressions. Quand tu déprécies ta langue véhiculaire principale, quand tu décides de ne pas mettre en avant ta création populaire, quand tu décides même que tu es la nation chérifienne, c'est-à-dire que tout ce que tu as de noble vient d'une ascendance orientale, et que donc le local est fatalement moins digne de respect que l'oriental, le local n'est pas valorisé en très peu de choses. Est-ce qu'on peut encore parler de nation, ou bien est-ce qu'on peut parler de mise en avant d'une idée de nation lorsque finalement tout ce qui est national ou local est déprécié par rapport à ce qui vient de l'extérieur? C'est quelque chose de profond que j'essaie d'exprimer. Je sais pas si j'y arrive, mais quand tu fais le bilan au niveau culturel, linguistique, politique, nous sommes les dynasties à partir de, je pense, des Mérinides. Les Almohades, les Almoravides n'avaient pas cette attitude. C'est des dynasties locales qui n'avaient pas de rattachement à Quraysh pour aller vite. Mais à partir des Mérinides, des Saadiens, des Alaouites, on est dans une logique de filiation prophétique, donc orientale. On est dans une logique voilà. Quand on ramasse tout ça, on arrive à cette situation où finalement, ce qui est marocain, c'est local, géographiquement. Pour moi, je suis pas dans une logique amazigh, rifi, arabi, mais tout ce qui est local est fatalement soumis à une hiérarchisation inférieure à ce qui est. D'ailleurs, c'est l'anecdote que je te racontais, quand un Anglais te veut être fier de lui-même, il te parle de ses racines anglaises, un Français te parle qu'il est gaulois, un Marocain, oui. Le grand problème, c'est que il y a les deux. Le gros, c'est que tu as ce discours-là, mais tu as à côté du centre du pouvoir, le discours contraire, et une certaine ambivalence au niveau de la classe politique. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune,
le manuel de troisième année, puis d'année, quelque chose comme ça. Je m'en rappelle parce que ça m'a frappé. J'ai jamais revu depuis le manuel. Donc tout ça, c'est des souvenirs. Ça s'inscrit, le premier manuel. Tout ça, c'est des souvenirs. Je me rappelle de quoi? Ahwash, je suis berbère, je sais ce que c'est. Je savais ce que c'est. J'avais 10 ans, 12 ans. J'étais au bled 2 ou 3 fois. Je savais ce que c'est Ahwash. Mais à côté, dans le même texte, vous avez le Guedra du Sud. Le Guedra d'aider le Sud. Et Ahidous, que je vais écouter pour la première fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es familier avec un horizon X. Maintenant, je suis le ministère de l'Éducation. J'essaie d'élargir ton horizon. X plus delta X. Ouais. Voilà. Et donc, tu ne vas pas connaître. Peut-être qu'un autre va connaître uniquement le Guedra et pas Ahwash et pas Ahidous, c'est inversement. Et donc, cet élargissement du sentiment national, parce que la nation a été définie par quelqu'un comme Benedict Anderson comme étant une nation imaginaire. Ça veut dire tout simplement que c'est des membres qui sont unis par quelque chose, des symboles, des valeurs, un destin, mais ils ne se connaissent pas. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire, c'est pas une tribu où les gens peuvent se connaître, c'est pas une zawiya ou un club, etc., etc. Donc, tu as les deux. Tu as, dans notre société civile, qui a vraiment sauvé la culture populaire, tu as les Gnawa, la vague Nasl Riwan, etc., et compagnie. Tu as Taïb Siddiqui, avec le théâtre de l'Absat, etc. Ce n'est pas rien à l'époque. Ce n'est pas rien à un moment où il y a ce discours nationaliste, arabiste, etc. Quelqu'un qui va te faire l'Absat ou le Harraz, les années 70. Donc, il y a cette ambivalence, mais la force, le mainstream, c'est la télévision. Tant que la télévision ne peut pas mixer le téléjournal en arabe et en darija, ça coince. Oui, mais on peut passer à une émission sur Corona, parce qu'on sait que sur Corona, on va passer en darija. Donc la même personne qui faisait le téléjournal en arabe et en arabe vraiment fosha, éloquente, etc. Je ne suis pas contre, c'est bien. Mais pourquoi ne pas mixer? Pourquoi ne pas faire un téléjournal en arabe, et puis pour certaines questions, de le faire en darija? Enfin, là où je suis mal à l'aise avec ce que tu dis, c'est que tu mets sur le même plan des productions qui sont celles de Taïb Siddiqui, Nasl Riwan, Mshahab, etc., qui relèvent de la production, encore une fois, populaire. Mais en face, moi, quand je parle de version officielle, c'est-à-dire la télévision, l'État, le tribunal, l'éducation nationale, le manuel scolaire, ce sont ces gens-là qui représentent le pouvoir et qui ont façonner en tout cas l'identité qu'ils voudraient que l'on ait. Et c'est eux qui n'ont pas intégré ces éléments, et ces éléments effectivement ont été portés par une autre vague, mais qui vient de l'autre côté. De l'autre côté, on peut pas les comparer. Si, mais c'est-à-dire que moi je me rappelle, tu parlais des Gnawa. Les Gnawa, il a fallu des initiatives privées pour les mettre sur une scène. Mais le Harraz est passé à RTM. Oui, bien sûr. Gnawa passe. Voilà. Donc il n'y a pas une césure. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas que ça. Donc taisez-vous, il n'y a pas que ça. Il y avait une radio berbère juste après l'indépendance. Moi, je l'écoutais, Ammé Moussa, etc. Donc, j'ai dit juste il y a une ambivalence et le mainstream, c'est ce que tu as dit. Tu sais, le jour où il y avait des problèmes avec Gaddafi, l'Alaoui est venu parler en arabe, en darija. 69, 70, 71, je ne me rappelle plus à quelle date. Je connais, ouais. Mustafa l'Alaoui. Ah bon? Le journaliste, oui. Il a parlé en darija pour critiquer Kadhafi et son régime. C'était en darija. Oui, le moment où il faut que tout le monde comprenne, même le roi Hassan II. C'était pas les mots les plus doux, c'était pas les mots les plus tendres qu'on a entendus. C'est ça ce que j'appelle ambivalence. Bien sûr, dans le mainstream, moi, on m'a rapporté, je ne peux pas l'assurer, c'est pourquoi je ne vais pas citer de nom, il y avait le responsable des chansons à RTM. Quand tu viens, il te dit عندك قصيدة ولا ما عندكش قصيدة؟ لا عندي داكشي بدل كل سير حالك ترجع بقصيدة. Tu viens avec un poème bien ficelé, mais pas le zajal, pas la poésie. Mais je pense qu'il faudra le dire, notre société civile est assez forte pour porter la darija et la culture populaire. Et c'est grâce à elle qu'on porte. Gnawa, le festival Gnawa, c'est Naïla Tazi qui le porte, avec d'autres. Donc... Non. Et puis il faut aussi replacer ces réflexions dans leur contexte. L'idée qu'un pays doit avoir un drapeau, un hymne, une langue et une religion était apparemment dans les années... c'est réducteur, c'est trop réducteur. Oui, mais elle était apparemment une évidence il y a un demi-siècle, mais une évidence profonde. Et elle continue à circuler. Quand on parle aux gens de la Suisse, qui a, je pense, 4 dialectes en 200 kilomètres, et que ça ne dérange pas. 4 langues officielles. 4 langues, oui, pardon, 4 langues. 4 langues officielles. En peut-être 300 kilomètres de long. Oui, il y a la Belgique également, mais bon, avec quelques problèmes, des tensions identitaires, mais bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur le thème de la nation ?
Il faudra jeter un coup d'œil sur ce livre qui est épuisé, donc Symboliser la nation. Voilà, je vous invite pour en savoir plus à Symboliser la nation. Alors, est-ce qu'il est, il est réédité ce livre? Parce que j'ai du mal à le trouver. Hein. Je sais pas, c'est ce que je viens de te dire. Bon, je me contente d'écrire et de publier. Bon, symboliser la nation. Le reste, je peux pas faire tout. Ouais, c'est pas vrai, tout on faire. peut tout faire. Ben, on fait ce qu'on peut en tout cas. On donne la parole aux gens qui ont des choses à dire et on a appris beaucoup de choses. Merci Hassan Rachiq. Rendez-vous à tout le monde dans un nouveau podcast. Merci Reda, merci Hamza de m'avoir écouté et de m'avoir invité. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle. Nouveau vous appelle. Nouveau vous appelle. Nouveau vous appelle.